L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la Liberté. C'est la chronique Shit Show quotidienne, alors. Salut, Luc. Salut, Richard. Je parle pas de toi, bien sûr, je parle de ce que tu vas nous dire, bien sûr. Alors là, on va parler, le shit show est dans le système de santé. Parle-nous de John R. Kennedy, Robert Kennedy Jr. On sait qu'il il dit qu'il y avait un verre dans son cerveau, mais je pense que le verre est en train de gagner. En tout cas, raconte-nous ça. Ben, il nous avait dit que ce ver était mort, mais on se demande s'il n'a pas survécu ou s'il n'a pas... Écoute, la résurrection, on est libre de croire ou pas. Donc, Robert Kennedy Jr. en a assez des experts qui travaillaient pour le Center for Disease Control. Donc, ceux qui, entre autres, ont aidé pendant la pandémie, ce qu'on appelle les CDC aux États-Unis, qui sont fort utiles pour nous. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire à de multiples reprises. Ils avaient 7 experts qui, grosso modo, travaillaient sur le calendrier de vaccination aux États-Unis, ce qu'on recommandait, ce qu'on recommandait pas, à quelle fréquence, puis qui mettaient à jour les dossiers. C'était 7 grands experts qu'on avait là. Et le président, par l'intermédiaire ou l'entremise de Robert Kennedy Jr., a le droit de nommer ces gens-là, donc ces experts en vaccination. Mais c'est la première fois de l'histoire américaine qu'on congédie les 7 en même temps. Donc, on ne parle pas de... Ce sont habituellement des mandats de 4 ans pour ces experts. Donc, habituellement, ces gens-là font leur mandat de 4 ans, puis ensuite, quand ça arrive à échéance, ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions, ou encore le président qui est là, ou l'équivalent du ministre de la Santé, le département de la Santé, la personne qui est là effectue les nominations. Mais cette fois-là, on fait table rase d'un seul coup, et on le fait pour quel motif? Ces gens-là auraient manqué de transparence. Et on va aller maintenant avec des experts choisis par Robert Kennedy Jr. Si vous regardez son bilan avant la Maison-Blanche et ce qu'il a fait depuis qu'il est à la Maison-Blanche, alors que la communauté scientifique dénonce son travail, et ce n'est pas la première fois qu'on le fait tous les deux, on a mis un complotiste à la tête de la santé américaine, et les 7 experts qui étaient là, pas suffisant leur qualification ou leur expertise pour Robert Kennedy Jr. Il va les remplacer par son cousin qui répare des galipers? C'est quoi ça? Qui va faire ce job? Voilà. J'ai bien hâte. C'est peut-être un nouveau système de filtration. Qui sait la qualité de l'air? Hein? C'est peut-être un garagiste qui fait ça aussi, un bon certifié. Donc, on verra ce que ça donne, mais je partageais avec des amis la réflexion suivante. Je ne me souvenais pas où je l'avais lu récemment. Je pense que c'est un journaliste américain qui disait si un pays pouvait se suicider, c'est ce que les États-Unis sont en train de faire présentement. Pendant qu'on a les yeux braqués, j'écoutais Emmanuel et Mathieu tout à l'heure parler de Los Angeles puis de la gestion de l'administration Trump. Pendant qu'on a les yeux braqués là-dessus depuis vendredi, samedi, que ça a commencé à dégénérer où Donald Trump a envoyé la garde nationale. En passant, les Marines sont rendus sur le terrain. Ça, on est ailleurs là aussi. Mais pendant qu'on a le regard braqué là, il y a une foule de choses qui se passent. Et ça, c'est un point, tu vois, là, je tenais à le partager parce que c'est pas la première fois qu'on parle de santé aux États-Unis et qu'on parlait auparavant d'une référence mondiale. Quand on parlait de la santé aux États-Unis, quand on parlait des Center for Disease Control, les CDC, on parle de référence à l'international. On est en train de miner le système par l'intérieur. Donc, il y a le côté très spectaculaire, l'armée, les Marines, littéralement, qui sont dans les rues à Los Angeles autour d'une question fort importante. De ça, on en a convenu, celle de l'immigration. Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'Iran, on ne parle plus de l'Ukraine, on ne parle plus de santé, on ne parle plus du budget américain que Donald Trump ne parvient toujours pas à faire passer. On pense être capable d'y arriver pour le 4 juillet, c'est la date qui a été retenue. C'est symbolique aussi. Donc, mais pendant ce temps-là, il y a un tas de choses qui continuent d'être particulièrement controversées.
Écoute, je veux que tu me parles de l'Iran, mais avant, je fais une parenthèse. Ouais. Ma blonde, Sophie, elle a étudié à l'Université Columbia et elle est Oui. devenue amie, très amie avec une fille, une Américaine là-bas. Et ils se voyaient régulièrement. Puis là, ça faisait longtemps qu'elle l'avait pas vue. Cette fille-là était à Montréal cette semaine. Sophie est allée voir OK. son amie américaine qui vit à Chicago. Elle était à Montréal. Et c'est pas une fille, là, c'est pas une fille de super gauche, là, c'est pas une gauchiste radicale. Elle disait à Sophie, ben, on a peur, puis on songe à déménager au Canada, on songe à partir parce que on est en train de freaker bien dur sur ce qui se passe aux États-Unis. Ben, là, tu vois, Sophie et toi êtes touchés dans votre vie Ouais. de tous les jours, finalement, par cette relation d'amitié, mais c'est ce que j'entends autour de moi. Je suis en Mhm. contact avec les gens qui sont dans les universités au Canada et c'est ce qu'ils nous rapportent. Une des problématiques qu'on aura à gérer si jamais on décide d'accueillir, si on a la place pour tous ces Mhm. chercheurs, ça va être comment on va répartir l'argent. Où est-ce qu'on va trouver les budgets, puis comment va-t-on répartir les budgets, parce que ces gens-là viennent mener des recherches qui sont souvent à la fine pointe. Ça va prendre beaucoup de sous, mais il y a une fenêtre d'opportunité. Est-ce qu'on est capable, bien sûr, d'accueillir ces gens-là puis de bien les encadrer et que ça se fasse pas au détriment des chercheurs qui sont déjà chez nous? Mais tu vois, Sophie l'a eu par une autre Mhm. source, là, une source Mhm. directe, vraiment une source terrain. Et Columbia, en passant, Donald Trump, ce qu'on lui prête comme intention, c'est littéralement de mettre l'université à sa botte. Donc, on l'a déjà dit, hein, ce ne sont pas les universités américaines, toutes les universités Harvard, dont le portefeuille et les réserves permettent d'aller se Mhm. quereller avec l'administration devant les tribunaux. Pas impossible que Mhm. Columbia soit obligé de plier les genoux, les deux. Trump et l'Iran, donc. Oui, voilà. Ben écoute, c'est bien en histoire et dans l'actualité, il ne faut jamais dire jamais. Première chose intéressante du côté de l'administration Trump, je ne sais pas si nos auditeurs se rappellent ou téléspectateurs, donc se rappellent de ça, mais Donald Trump avait critiqué sévèrement Barack Obama à l'époque où Obama disait il sera toujours tard d'envoyer des missiles sur l'Iran. Moi, j'aimerais ça qu'on s'entende, qu'on essaie de parvenir par l'intermédiaire de négociateurs. J'aimerais ça que l'Iran accepte finalement de baisser le ton et de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Et Obama et les Américains avaient travaillé de concert avec 5 autres pays européens et on était parvenu à une entente sur le nucléaire iranien. Cette entente-là a été déchirée dès l'entrée en scène de Donald Trump, le Donald Trump 1.0, le premier mandat de Donald Trump. Et voilà que Donald Trump, qui avait haussé le ton avec l'Iran, dit ah, attendez un peu, moi je serais prêt à négocier. Donc, quelque part, j'étais content. Je me dis, si on parvient au-delà de ce que je peux penser du régime iranien, puis de son comportement et de son attitude, dans une situation qui est très volatile, dans une région où c'est particulièrement fragile, est-ce que l'administration Trump peut parvenir à une entente avec l'Iran? Je serais de ceux qui le souhaitent. Donc, Donald Trump dit, je suis ouvert à la négociation. On s'est parlé déjà à quelques reprises. On compte le faire encore jeudi, mais on ne voit pas jusqu'à maintenant d'issue possible. Ce que Donald Trump exige, et on le comprend de l'IRA, c'est vous n'enrichirez pas votre uranium. Ben Enrichir oui, l'uranium, ben c'est ce qui oui. va mener, bien sûr, à l'armement nucléaire. Mais ce qu'on rapporte aussi, c'est que de l'intérieur de la Maison-Blanche, on se prépare pour la rencontre de jeudi et on dit que Donald Trump est vraiment partagé, que dans son équipe, il y a ce qu'on appelle des faucons, des radicaux, et eux, ce qu'ils veulent, c'est tirer sur l'Iran. Donc, c'est littéralement s'en prendre à l'Iran. On devine que si on est Benjamin Netanyahou puis Israël et qu'on parle au Mhm. président américain assez fréquemment, celui avec qui on s'entend généralement mieux, en tout cas qu'on s'entendait avec Biden, M. Netanyahou est peut-être de ce côté-là, hein, ou dans cette branche-là, mais les plus forts jusqu'à maintenant semblent favoriser, eux, la négociation. Donc, à suivre Mhm. d'ici jeudi, c'est primordial ce qui se joue là. C'est très important, les images sensationnelles puis la situation à Los Angeles. Mais ce qui se passe du côté de l'Iran, ça peut avoir des retombées, bien entendu, avec Israël, avec la Palestine, avec le Hamas. Donc, on verra vers quel côté Donald Trump va choisir de se pencher, puis s'il le fait d'ici jeudi. Ben merci justement d'en parler, Luc. À demain. Bonne soirée. À demain! Salut.